Alors, de quoi s'agit-il? Il s'agit d'un phénomène que nous avons repéré à partir de l'observation à l'intérieur des entreprises et des organisations, en contemplant le désarroi de ce que nous appellerons le décideur stratège, dirigeant, équipe dirigeante, aussi bien dans des PME, des grandes entreprises de services ou d'industrie, ou des dirigeants d'administration publique. Pour faire vite, le constat était le suivant. Compte tenu de la complexité et du caractère disparate et contradictoire des différents types de normalisation qui s'abattent sur les organisations, il est parfaitement impossible de les respecter toutes simultanément. Par conséquent, le seul choix stratégique pour le pilote est donc de choisir l'infraction préférée. Il y a évidemment un risque à procéder de cette manière, mais comment faire autrement? C'est ce qui nous a conduit il y a quelques années donc à lancer un nouveau programme de recherche qui durera probablement dans les 10 prochaines années et qui aujourd'hui réunit en plus d'une centaine de chercheurs dans différents pays et une vingtaine d'équipes en France. Pluridisciplinaire, touchant donc à toutes les sous-disciplines de la gestion, ce réseau a décidé d'observer l'évolution de ce phénomène et en même temps l'évolution des réponses apportées en matière de pilotage stratégique des organisations. Pourquoi Tétra? Tétra, eh bien parce que parmi les différentes familles de normes que l'on peut identifier, il nous est apparu que 4 étaient de véritables pôles exerçant un véritable tropisme sur le jeu économique et social et sur la décision de pilotage stratégique. Il s'agit des normes touchant au commerce. J'ai dû oublier de... Non, ça doit être la flèche. C'est bien moi, ça? Ouais. Ah, voilà. Donc, si vous avez envie de vous sensibiliser à ce phénomène, c'est très simple. Vous ouvrez 3 ou 4 journaux très différents et vous découpez des articles. Vous verrez que chaque jour, il y a dans chaque journal environ 10 cas de tétranormalisation relevant de ces différentes pôles de normes. Les thématiques qui constituent de véritables distorsions dans le soi-disant jeu concurrentiel, qu'il s'agisse de concurrence à l'intérieur du secteur privé ou du secteur public, ou entre secteur privé et public, le phénomène étant, de ce point de vue-là, d'une certaine manière universel. Eh bien, c'est cette prolifération de normes qui encombre le paysage, prolifération des institutions émetteurs de normes, conflit de concurrence entre les normes, conflit de hiérarchie des normes. On sait désormais qu'il ne faut pas être impressionné par un arrêt du Conseil d'État ou de la Cour de cassation, il faut aller un peu plus loin. Merci Marc. C'est vrai que nous ne savons pas travailler si ce n'est en équipe. Application réelle des normes. Il y a de fausses normes. Périodiquement, ces dernières années, on entend tel ou tel grand responsable du système judiciaire dire que nous produisons de plus en plus de réglementations que nous n'appliquons pas. Et que ce sont donc des incantations ou des effets d'annonce. Les fraudes, bien entendu, les sanctions discrétionnaires. Voilà un certain nombre de problématiques qui constituent de véritables biais et distorsions dans le jeu économique et social. Le dilemme stratégique auquel on est confronté, c'est donc se soumettre aux normes ou s'échapper. Les normes ont, de ce point de vue-là, les différents pôles ont des forces coercitives différentes. Les champions de la coercition sont les normes sur les volumes d'échanges commerciaux et sur, en cas de difficultés majeures,
sur la qualité de l'information comptable et financière. Ceux qui ont bénéficié d'une certaine mode d'intérêt de la part des acteurs, ça a été la qualité de l'environnement ces derniers temps. Malgré les efforts depuis la Première Guerre mondiale, les lendemains de la Première Guerre mondiale, 1922, eh bien, malheureusement, l'OIT, le BIT, continue de bénéficier d'une force moindre de coercition. Faut-il s'en plaindre? Nous ne sommes pas là pour en juger. Nous constatons simplement ces différences qui font que les tentatives ou simulacres, sait-on jamais, de ces 2 dernières années, entre l'OMC et l'OIT, d'essayer de découvrir des zones de compatibilité, ont chaque fois abouti à des impasses. Alors, quelle est l'incidence pour les entreprises? Eh bien, étant donné que, donc, c'est cette tentation d'éviter l'application des normes, de se contorsionner en présence des normes qui tenteraient de s'imposer, et, à bout d'arguments, de nommer monsieur ou madame norme de telle spécialité de normes. C'est ce que nous avons observé à l'intérieur des organisations. Et donc, ce phénomène de la tétranormalisation, lorsqu'il n'est pas porté par la direction générale, et aujourd'hui nous serions tentés que le seul acteur légitime dans l'organisation serait justement le pilote général qui pourrait assurer le filtrage de ces normes, c'est-à-dire s'assurer qu'elles sont compatibles et qu'elles peuvent être assumées par les acteurs de l'entreprise, au lieu de les confier les normes comptables aux départements spécialisés, les normes de production sur le département spécialisé, les normes sociales sur le malheureux DRH ou les normes, par exemple, nous avons vu des entreprises industrielles avec Monsieur TMS. Monsieur TMS ou Madame TMS, c'est monsieur chargé des troubles musculo-squelettiques et un personnage parfaitement évité par tous les autres responsables de l'entreprise, mais qui est, lui, chargé de veiller à ce que la première maladie professionnelle française soit quand même prise en considération, ou que l'on ait fait semblant de la prendre en considération. On est donc en présence d'un facteur exogène qui est accélérateur de coûts cachés, c'est-à-dire de destruction de valeur ajoutée par excès de dysfonctionnement. En effet, lorsque les entreprises adoptent une stratégie défensive, elles s'exposent à une multiplication de leur niveau de coûts cachés. Nous avons donc expérimenté des stratégies plus offensives d'intégration des normes. Elles supposent une certaine cohésion de l'entreprise, une certaine implication de tous les acteurs de l'entreprise. Cela nécessite un investissement important. J'espère que Bernard Colas ne m'en voudra pas. Et voilà donc 33 ans que nous essayons de mesurer l'investissement incorporel dans le potentiel humain. Et tout récemment, sur un échantillon de 40 entreprises représentant tout de même 10 000 personnes, nous avons pu faire les calculs. La rentabilité de l'investissement incorporel en potentiel humain donne des résultats extraordinaires puisqu'elle est de 200 à 4 000% et qu'aucun investissement technologique n'a un tel niveau de rentabilité. Cela signifie que les organisations sécrètent des dysfonctionnements et des coûts cachés qui constituent un gisement recyclable de ressources pour mieux assumer ce phénomène de la tétranormalisation auquel elles auront du mal à échapper. Ce qui sera intéressant, c'est de voir si dans l'évolution au niveau de l'émission de ces normes, on continuera d'assister à des divergences importantes. Le même gouvernement, quel qu'il soit, envoyant à Davos, à Cancun ou à Bombay des délégations porteuses de messages contradictoires.
Cette pratique va-t-elle se poursuivre ou est-ce qu'une tentative à la source se fera d'harmonisation des projets de normalisation des différents pays? Je voudrais simplement, pour terminer, puisqu'il faut faire très vite, simplement signaler que ces phénomènes ne sont repérables que grâce à des méthodes de recherche fines, rigoureuses, privilégiant l'observation des phénomènes et non la péroraison académique. Après 33 années de recherche et avoir piloté 1 million d'heures de recherche de 400 chercheurs, je me devais, dans ces magnifiques états généraux, dire que c'est possible, dire qu'à cette condition, on peut exporter la recherche française aux États-Unis, comme nous le faisons, et que par conséquent, tout espoir est permis à nos collègues enseignants-chercheurs francophones d'adopter à la fois des créneaux et des points de vue et qui soient originaux. C'est la seule manière d'impressionner nos collègues américains.